puis ça tombe bien puisque Elsa, qui va animer justement cette session, est avec moi. Moi aussi, je retrouve Elsa depuis les vacances, donc j'espère que ça va. Ça va, ça va. Je vais juste en même temps en profiter. Ça va pour le son ou pas? Je n'ai pas vérifié mon son. Ouais, moi, je t'entends. OK. Bien. Allez, je ne vais pas vous prendre trop longtemps parce que ce n'est pas pour moi que vous êtes là. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Robin Mort, je suis directeur de Vocation CRPE, donc, qui accompagne les étudiants à la fois à la réussite du CRPE, mais aussi à réussir l'année de stage après le CRPE. Et ça, c'est justement le thème de ce live, de ce webinaire de ce soir. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous avaient obtenu le CRPE en 2022. Déjà, félicitations, parce que c'est une grosse marge de franchie. C'est la plus importante, ce n'est pas tout à fait la seule, hein. Elsa en parlera encore une fois mieux que moi, mais il y a encore quelques attentes pendant cette année. Déjà, la prise en main d'une classe, hein, qui est évidemment différente de la réussite à un concours. Et puis, il y a quelques enjeux quand même pendant cette année. Je ne sais pas, Elsa, si tu peux passer la slide. Ouais, pas. Donc, avant que Elsa vous donne les premières billes, moi, j'interviens juste déjà pour introduire ce live, mais aussi pour vous dire qu'on a un accompagnement qui est dédié à ce moment de post-admission, ce moment de prise en main justement d'une nouvelle classe, qui est un module en fait de 6 demi-journées que Elsa va vous présenter dans la slide juste après. Est-ce que tu peux passer? Désolé, le passage de slide est… donc, c'est 6 demi-journées qui sont en fait 6 demi-journées réparties entre fin août et début janvier. Ce sont des demi-journées thématiques qui vont à chaque fois en fait évoquer avec vous certains aspects de la prise en main d'une classe, que ce soit l'évaluation, que ce soit la relation avec les parents. Voilà, il y a plein d'aspects qu'il y a à découvrir pendant qu'on prend en main une classe et que Elsa va commencer à voir avec vous. Et puis, au-delà de ce live, on a une formation qu'on propose à tous nos étudiants. Alors, à nos étudiants, évidemment, qui ont réussi le CRPE en 2022. D'ailleurs, on l'offre à nos étudiants qui ont suivi la préparation complète avec nous. Mais on propose aussi à des étudiants qui ont réussi le CRPE 2022 sans passer par vocation CRPE de suivre cette préparation-là. Sachez aussi qu'il y a un stage post-admission gratuit à gagner qui sera annoncé dans les prochains jours parmi les gens qui participent à ce live. Pour ça, en fait, c'est assez simple pour participer à ce jeu concours. Il faut participer à ce live, mais si vous m'écoutez, c'est déjà que vous avez rempli ce critère. Et il faut aussi suivre 2 pages Instagram. Évidemment, notre page Vocation CRPE. On y poste plein de choses, plein de contenus intéressants, des vidéos, des témoignages. Et la page Instagram aussi de la personne qui a organisé la communication de cet événement avec nous, qui s'appelle Maîtresse Eva. Je vais vous le mettre dans le chat pour participer à ce jeu concours, suivre ce live et suivre les 2 pages Instagram que je vous ai données. N'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions. Je suis certain que vous allez avoir plein de questions sur tout ce que va vous raconter Elsa. Donc, n'hésitez pas. En plus, on revient de vacances, on est en pleine forme. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Moi, je vais rester quelques minutes pour pouvoir y répondre. Et puis, de toute façon, je vous laisse dans de bonnes mains. Et puis, je vois que de toute façon, un post déjà dans le chat a été mis pour suivre Maîtresse Eva. C'est parfait. Si vous avez oublié qu'on était 3 têtes. Merci, Mélina. Et puis, je vous souhaite en tout cas un très bon live. Bravo pour ceux en tout cas qui ont passé et réussi le CRPE. Pour ceux qui sont peut-être là par curiosité, vous allez voir que c'est important aussi. Ça va permettre aussi de vous projeter sur ce qu'est le métier de professeur des écoles. Donc, je vous souhaite un bon live de rentrée et je vous laisse entre de bonnes mains. Au revoir, à bientôt. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà, effectivement, comme Robin, je tenais à vous féliciter, puisque si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez eu votre concours. Et donc, du coup, que vous êtes intéressé par un accompagnement sur comment appréhender justement ce nouveau métier. Parce que, voilà, c'est top d'avoir eu le concours, mais effectivement, tout ne s'arrête pas là. J'allais même dire, en fait, vous commencez vraiment votre nouveau métier avec tout plein d'enjeux particuliers sur cette première année, puisque, alors attendez, voilà,
c'est une année en fait de stagiairisation. Juste pour tout ce qui est questions, essayez d'écrire plutôt dans le chat à l'écrit. Et peut-être à la fin, du coup, on pourra vous donner la parole. Mais là, d'abord, je vais essayer de tout bien présenter. Donc, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Elsa Diniz Odorico. Je suis formatrice à vocation CRPE, mais j'ai été aussi PEMF, donc que vous allez rencontrer cette année, donc professeur d'école, des écoles maîtres formateurs. Et donc, j'ai accompagné des professeurs d'école stagiaires, des PES pendant de nombreuses années. J'ai donné des cours à l'INSPE et j'ai été aussi conseillère pédagogique. Donc, j'ai accompagné également des enseignants, soit en première année jusqu'à on accompagne, suivant les lieux en France, pendant les 3 premières années, vous avez quelques visites. Mais là, cette année, vous allez avoir une année de stagiairisation avec des visites qui sont évidemment des visites de formation, mais pas que, qui sont aussi des visites évaluatives dans le cadre de la validation de votre master et dans le cadre de la validation du concours. En fait, il y a le concours que vous passez, mais à l'issue de cette année, vous allez avoir un certain nombre de visites et puis chaque formateur en fait qui viendra vous visiter devra rédiger un bulletin de visite et à l'issue de tout ça, il y a une commission qui valide ou invalide votre année. Donc, soit en fait, c'est on ne vous le souhaite pas et c'est quand même relativement rare, mais soit en fait, on peut être prolongé d'un an, puisqu'on a estimé en fait que vous n'aviez pas acquis toutes les compétences en fait pour être autonome dans une classe, et donc on peut vous prolonger d'un an. Et certains en fait, certains vont jusqu'au licenciement, ce qu'on vous souhaite pas du tout. Euh, Évidemment, du coup, c'est génial d'avoir eu le concours, mais c'est vrai que pourquoi est née cette idée du post-admission? C'est parce qu'en fait, juste après l'obtention du concours, quand on se retrouve seul dans sa classe, qu'on doit préparer la rentrée, une réunion de rentrée avec les parents, bah, c'est un peu la panique et on ne sait pas forcément comment faire. Aussi, pourquoi est née cette idée de formation? C'est parce qu'en fait, vous avez des visites, mais elles n'ont pas qu'une visée de formation. Comme elles ont une visée aussi évaluative, ce n'est pas forcément toujours évident de faire part de tout en fait à la personne qui vient vous visiter. Donc là, ça vous laisse en fait un espace dans lequel vous pouvez être accompagné, vous pouvez avoir du coup des conseils, on peut vous aider à lire aussi vos bulletins, à les analyser. C'est pour ça que la formation, comme Robin le disait, elle est en 6 demi-journées. Elle va de août à, je ne sais plus, c'est novembre, pour étaler en fait sur l'année, suivant les différents objectifs. Le premier objectif, il y a une formation qui démarre très bientôt. Hein, j'ai une formation qui démarre samedi matin. C'est par exemple pour préparer la pré-entrée. La pré-entrée, quelles sont toutes les questions que je vais devoir poser. En fait, vos collègues, ils ont envie de vous accompagner, mais eux aussi préparent leur rentrée et ils sont un peu dans le speed. Donc, ils ne pensent pas à tout vous dire. Et donc, pour être plus efficace, en fait, moi, je vous aide à préparer une checklist de questions pour que vous puissiez être plus autonome, vous aider en fait à avoir un maximum d'outils organisationnels. Comment préparer la rentrée, comment est-ce qu'on s'organise la prise en main de la classe, la gestion de la classe, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est magique, il y a plein d'astuces, en fait, que ce soit de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire, sur comment est-ce qu'on peut appréhender un groupe d'élèves, comment est-ce que je prépare ces premiers jours de rentrée qui sont des jours un peu atypiques, qu'on ne prépare pas tout à fait comme les autres jours. En fait, voilà, l'objectif de post-admission, c'est d'appréhender un peu toutes les thématiques d'urgence. Moi, j'appelle ça le kit de survie quand on démarre et quand on prend sa classe. Alors, les thématiques qui peuvent être abordées lors de cette formation, c'est on va revoir évidemment la gestion de classe, les astuces, la posture de l'enseignant, et c'est très pratico-pratique. C'est comment est-ce que je me positionne dans la classe, quand est-ce que je bouge pas, comment est-ce que je fais les passations de consignes, comment est-ce que je m'organise sur un plan matériel justement pour pas que ça impacte sur la gestion de classe, comment je récupère mon groupe classe quand il y a un moment, il y a quelques flottements, comment est-ce que je peux l'organiser en termes d'agencement, la disposition des tables, du tableau, la gestion des affichages. En fait, on aborde plein de choses qui sont extrêmement pratico-pratiques. On va voir aussi tout ce qui est organisation administrative de la classe, puisque vous allez être visité. On va vous demander en fait un certain nombre de supports. Et plus vous allez connaître à l'avance et préparer ces outils, plus vous allez être bien perçu dès votre première visite, ce qui vous permet du coup de valider
plus aisément votre année. On va revenir sur la notion de préparation de classe parce que certes, vous l'avez abordé dans le cadre du concours, mais là, ça demande une autre intendance puisque là, on gère un petit peu tout en même temps et on va le faire progressivement. C'est-à-dire au début, on va voir déjà un peu l'urgence d'une fiche de séance puisque les exigences des formateurs dans le cadre de vos visites vont être progressives également. Au début, c'est vraiment la construction d'une fiche de séance et peu à peu, quand on sera pas loin de janvier, là, on verra plus comment est-ce qu'on anticipe une période complète, comment est-ce que j'anticipe mes préparations au niveau des séquences pour que ce soit cohérent. Voilà. On va revenir aussi sur toutes les attentes d'une visite de tuteur et puis en plus la progression des attentes au fil de l'année. Je vais essayer de vous décrypter un petit peu tous ces attendus et la progression de ces attendus. Dans le courant d'octobre et puis même un petit peu plus tard en décembre, on reviendra aussi sur l'analyse des bulletins de visite, sur essayer de traduire un petit peu tous les mots et tout le jargon quand, par exemple, on vous dit que là, le climat est propice aux apprentissages. Bon, très bien, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on vous donne tel ou tel conseil, qu'est-ce que vous pouvez réellement mettre en œuvre pour que ça puisse se voir d'une fois sur l'autre quand vous êtes visité? On va voir également, et ça assez rapidement, la préparation de la réunion de rentrée avec les familles. Et on va parler de la relation école-famille au sens large, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour établir un lien avec les parents. On va étudier plein de petits cas pratiques, un peu comme au concours, mais cette fois, c'est ceux que vous allez vivre vous. En fait, ça va vous parler d'autant plus. Là, pour la réunion de rentrée avec les familles, je vais vous donner même le déroulé type pour élémentaire, maternelle, des exemples de diaporamas. Voilà. Je vais vous montrer un peu sous quelle forme. L'avantage aussi de suivre une formation post-admission, c'est que du coup, vous ne vous sentez pas seul. Vous pouvez partager un peu vos difficultés et aussi vos réussites, vos idées, en fait, avec d'autres sortants de concours. Ça permet d'avoir un petit groupe d'échange et de faire un petit peu plus d'échanges de pratiques, d'analyse de pratiques aussi entre vous. Donc, je pense que ça, parce que vous allez voir, c'est génial, c'est un super beau métier. Mais le tout début peut être un peu difficile. Il y a des moments où on se dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, vous allez voir qu'en étant accompagné, vous allez prendre de plus en plus de plaisir dans votre classe. Mais c'est vrai que je pense que réellement, on a besoin de cet appui fort, surtout sur le début de l'année, pour pouvoir se sentir un peu plus sécure et légitime dans sa prise de fonction. Alors, donc les modalités de formation, donc, comme l'avait dit Robin au début, en fait, c'est 6 demi-journées de formation. C'est des formations à distance, un peu comme je suis là avec vous. Pareil, avec le chat, mais avec la possibilité d'intervenir aussi un peu plus librement. C'est une formation, du coup, à distance qui vous permet, voilà, c'est sur des demi-journées, hein, pour pas que ce soit trop long et que ça empiète pas trop aussi sur le week-end. Parce que vous allez voir que vous allez avoir besoin de temps aussi pour vous, de temps de préparation, mais de temps pour vous, tout simplement, des moments de loisirs. Je vais vous partager un bon nombre de documents via un drive et vous allez du coup pouvoir les prendre clé en main et les modifier en fait pour votre classe. Par exemple, je vais vous présenter juste un exemple type de cahier journal, tous les outils dont vous allez entendre parler, mais ça vous fera gagner énormément de temps d'avoir une trame. Ça peut permettre aussi même de partager aussi entre vous. Si moi, par exemple, quelqu'un m'envoie un support que je trouve pertinent, si j'ai l'autorisation de la personne, je vous le transfère également. Et puis, du coup, ça vous permettra d'avoir un échange de pratiques. Parce qu'à un moment, on a besoin, pour pas trop envahir l'espace à la maison de sa vie d'école, d'avoir un lieu où on pose les choses, on dit, ben voilà, moi, il m'est arrivé ci, moi, avec tel élève, je ne sais pas trop comment m'en sortir. Donc là, moi, je peux vous poser des questions, en fait, sur le profil de l'élève et du coup, essayer de vous donner des réponses qui soient, du coup, un peu plus ciblées. Là, je vous montre, par exemple, des exemples de supports que vous pouvez avoir. C'est vraiment des exemples parce qu'après, il y en a pas mal. Voilà. Par exemple, je vous montre un exemple d'emploi du temps, donc qui est pas récent, hein. Mais du coup, je pourrais vous donner du coup une trame et ça vous fait gagner énormément de temps dans votre préparation. Euh, des modalités organisationnelles au niveau des outils de la classe,
Je ne sais pas, pour certains, là, c'est très variable d'une personne à l'autre, savoir si vous avez déjà fait les commandes ou pas, ou si vous devez les compléter, sur comment procéder. Mais du coup, qu'est-ce qui est pertinent ou pas sur le type d'outils, comment est-ce qu'on les présente aux élèves, comment est-ce qu'on les présente aux parents, quels sont les outils qui véhiculent à la maison, d'autres non, à quelle fréquence. Voilà, c'est vraiment que du pratico-pratique. Alors, l'intérêt pour vous là, dans le fait de vous inscrire à une formation comme celle-là, c'est qu'en fait, c'est que des formateurs de terrain, parce qu'il y a moi, mais il y a aussi Cassandre qui va intervenir un peu plus sur la maternelle. On a tous été conseillers pédagogiques ou maîtres formateurs, donc on a vraiment l'habitude et surtout, bah, on fait partie de tous ceux qui évaluent les professeurs d'école stagiaires. Donc, on sait exactement les attendus et puis on sait exactement ce par quoi vous allez passer, ce que vous traversez. Donc, ça permet aussi voilà, d'avoir un petit soutien psychologique et une aide très pratico-pratique pour pouvoir mieux démarrer et démarrer plus sereinement cette année scolaire. On vous aide du coup, l'avantage aussi, alors attendez, c'est que on vous aide en fait à vous donner un peu une planification dans votre travail. Parce qu'en fait, au début, quand on enseigne, on a envie de tout réussir tout de suite, d'être au top. Dès que ça ne marche pas, on pense qu'on est nul. Pas du tout. Là, en fait, on est là pour vous dire, bon, stop, au début, la priorité, c'est ça. Voilà, ça, on le met de côté. Je sais que dans le concours, tout est beau, hein, mais au départ, on ne peut pas tout gérer. Donc, on va prioriser et on va voir un peu la progression des attendus que vous pourrez avoir, vous aussi, dans le cadre de votre travail, pour ne pas vous sentir complètement submergé. Là, je sais que pour l'instant, je parle encore chinois, entre guillemets, mais je sais que dans quelques jours, vous allez mieux comprendre ces mots dans le côté un peu submergé entre parfois ce qu'on imagine dans le cadre de la préparation de classe et ce qui se passe concrètement. Il y a parfois un décalage. Et puis, en fait, des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Pourtant, on a bien pris telle préparation et ça n'a pas trop marché. Donc là, en fait, justement, avoir cet accompagnement, ça vous permet de mieux analyser et de voir, en fait, comment on peut améliorer pour la suite. C'est un métier qui est passionnant parce qu'en fait, on ne s'ennuie pas, on se remet en question. Alors, de temps en temps, il faut freiner cette remise en question parce qu'il faut aussi poser une assise et se dire, bon, moi, ma priorité cette année, c'est ça et ça. Hein, et puis, tel champ disciplinaire, peut-être que je m'améliorerai l'an prochain. N'oubliez pas que c'est un métier qui est très polyvalent, on est polydisciplinaire, donc on ne pourra pas tout maîtriser sur tout. D'accord? Mais on va essayer de voir quelle posture en tout cas on peut adopter, quels sont les fondamentaux à avoir pour valider cette année et puis surtout pour prendre plaisir à enseigner. Donc voilà, ça peut vous permettre vraiment de préparer votre classe un peu plus sereinement, d'avoir un espace de parole, d'avoir des outils clés en main pour vous sentir un petit peu plus serein. Et puis, quand dans votre année de stagiairisation, en fait, il y a le bulletin, mais quand il y a la visite, il y a aussi un entretien avec le formateur. Et dans cet entretien, en fait, c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça fait partie des items d'évaluation, c'est vos capacités d'analyse. Et donc, le fait de participer à une formation, ça vous aide en fait à mieux analyser vos forces, vos faiblesses, et puis de faire des propositions de remédiation par rapport à votre pratique. Et ça, du coup, c'est extrêmement bien vu des formateurs de terrain, et du coup, ça pourra être forcément que en votre faveur. Voilà, l'objectif de post-admission, il y a très peu, enfin, je me demande même si on n'est pas les seuls à préparer, à proposer cette formation post-admission, parce que nous, notre objectif, ce n'était pas que de vous amener au concours, c'était vraiment de vous préparer à un métier et de vous accompagner en fait dans l'exercice de ce métier pour que voilà, vous puissiez y prendre un maximum de plaisir. Et c'est vrai que pour ça, il y a besoin de cet accompagnement fort du début. Est-ce que parfois, alors l'INSPE, bien évidemment, vous aide dans le cadre de votre formation, les visites aussi, mais le retour régulier en fait des professeurs d'école stagiaires, c'est que c'est insuffisant et notamment sur les 6 premiers mois de l'année, là où on a besoin de plus d'aide. Alors, j'ai vu que Peter avait levé la main. En tout cas, n'hésitez pas, là, du coup, si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. J'ai probablement
peut-être, je n'ai pas mis exactement toutes les thématiques que j'abordais parce que c'est vraiment ça va effectivement de la construction d'un affichage à comment est-ce qu'on gère aussi des difficultés d'élèves comportementaux, auprès de qui je m'adresse. Voilà, il y a plein de choses, des choses que des fois vous avez déjà vues au concours, mais là, on revient plus sur votre pratique à partir de votre terrain pour essayer d'y remédier au mieux. Voilà, et on fait du coup avec les urgences du moment. Bah là, moi, la première urgence, ça va être la pré-rentrée, la rentrée, la réunion de parents qui déjà en fait vont prendre du temps parce que ce sont des moments clés pour la prise en main en fait de votre classe. C'est extrêmement important ce démarrage. La posture que vous allez prendre avec vos élèves, la posture que vous allez prendre avec les parents d'élèves vont déterminer aussi votre année. Donc c'est vraiment important de réussir au mieux ce passage. Alors, est-ce que vous avez du coup des questions, des attentes? Est-ce que c'est ce que vous imaginiez du post-admission? N'hésitez pas du coup à parler à parler dans le chat pour, pour nous, voilà, pour nous indiquer s'il y avait des… Et puis, il a l'avantage aussi, c'est que moi, je peux aussi m'adapter sur une session et sur une autre. Et donc, parfois, en fait, puisque ça dépend aussi des situations de terrain, je peux ajouter une thématique, par exemple, auquel je n'avais pas forcément pensé, mais auquel vous êtes confronté, pour essayer de vous accompagner au mieux dans votre questionnement de nouvel enseignant. Alors là, je ne vois pas de questions sur le chat, ou c'est moi qui… parce que l'avantage aussi là, dans les formations, c'est quand même à échelle, à taille humaine, donc ça peut permettre en fait à chacun d'intervenir, voilà, d'écrire ou tout simplement d'échanger. Là, nous, on a un certain nombre, il y a les étudiants de cette année vont y participer, enfin un bon nombre en tout cas se sont inscrits à cette formation post-admission. Et du coup, voilà, ça permet vraiment d'avoir des échanges. Alors, mais moi, du coup, alors attendez. Ah oui, vous ne pouvez pas écrire dans le chat. Excusez-moi. Alors, ça doit être quelque chose. Désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai dû. Bon, cependant, là, je vous vois dans les questions-réponses. Alors, Peter, vous aviez une question. Est-ce que vous voulez du coup l'écrire dans ce question-réponse? Et du coup, je pourrais essayer d'y répondre. J'espère que je prononce bien votre prénom, j'en suis désolée. Alors, je sais que c'est un petit peu plus lent. Dans le cadre de la formation, on pourra intervenir aussi en direct, c'est-à-dire il y a des moments, en fait, ce que je ferai, c'est que je ferai une présentation et à l'issue de ça, du coup, vous pourrez voir si vous n'avez pas eu les réponses dans mes présentations, poser des questions justement sur vos situations plus spécifiques. Donc, Peter, n'hésitez pas à écrire. Alors, ok, du coup, je découvre là seulement maintenant, je ne comprenais pas pourquoi ça ne bougeait pas dans le chat. Excusez-moi. Alors, ben justement, Jeanne, par rapport à l'élaboration de fiches de prep en maternelle, on va voir aussi la progression. Ce ne sera pas la première urgence, mais on va voir justement comment est-ce qu'on peut les construire, parce qu'en effet, on ne va pas les construire tout à fait de la même manière qu'en élémentaire. Donc, on va prendre le temps et mais ça, justement, je vais vous montrer, en fait, pour que ce soit plus clair et plus visible, à partir de certaines préparations, Jeanne, je vous montrerai comment c'est construit, pourquoi, avec différents exemples pour vous aider. Et en plus, il y a un moment dans l'année, vous aurez l'intervention de Cassandre, qui, elle, est beaucoup plus spécialisée en maternelle et qui, du coup, pourra vous accompagner là-dedans. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, Peter, je ne comprends pas, il y a écrit VFV. Donc, je ne sais pas si c'est une faute de frappe. Ah, bah ça y est, c'est le chat refonctionne. Donc, n'hésitez pas, là, ça sera peut-être plus rapide. Hop. Du coup, je vais quitter ça et je vais vous retrouver sur le chat. Alors, est-ce que certains d'entre vous, du coup, ont des questions ou ont des thématiques qu'ils souhaiteraient aborder, des points qui les stressent un petit peu par rapport à cette première rentrée? C'est top, sa première rentrée. Vous verrez, on ne l'oublie jamais, quoi. C'est un super moment, mais je sais aussi que c'est un petit moment de stress. Et puis, Jeanne, pour répondre à votre question, aussi en maternelle, ça dépend sur quel niveau de classe vous tombez.
il y a Maëva qui me demande la différence entre cahier journal, fiche de prep, séquence. D'accord? Alors, en effet, pour être chronophage, c'est un petit peu chronophage. Oui, ça demande du temps, mais vous allez voir que c'est un outil, et ce sont des outils qui sont extrêmement importants pour clarifier le déroulé d'une séance et surtout pour bien gérer votre temps. Si vous ne gérez pas bien votre temps sur une séance, vous allez perdre vos élèves et vous allez avoir des difficultés de gestion de classe. Donc, c'est vraiment hyper important et ça vous aide à construire en amont votre pensée. Alors, le cahier journal. Le cahier journal, c'est un outil qui là est demandé à chaque fois, qui est un outil vraiment institutionnel obligatoire, qui n'est pas que pour vous, qui est aussi pour le suivi de la classe. Si vous tombez malade et que du jour au lendemain, vous n'êtes plus dans la classe, il y a un remplaçant qui vient et il regarde votre cahier journal, c'est-à-dire qu'il regarde chaque jour quelles sont les compétences qui ont été abordées et en gros, qu'est-ce que vous avez fait autour de ces compétences. Donc, le cahier journal, je vous en montrerai, je vous donnerai des trames. Ça vous permet c'est des préparations à la fois en amont, on prépare ses journées, voilà, de telle heure à telle heure, on va faire tel truc, on va faire français, on va travailler la compétence, être capable de reconnaître le verbe dans une phrase, par exemple, voilà. Et c'est pour que, du coup, on soit bien au clair. Les fiches de prep, c'est tout ce qui est préparation, c'est les fiches de séance et les fiches de séquence. Au tout début de l'année, de toute manière, on ne va pas vous demander tout de suite des fiches de séquence. On va être centré d'abord sur la séance. Est-ce que vous avez bien compris les différentes phases d'une séance? À quoi elles servent? Est-ce que vous renforcez bien la place de l'élève dans les apprentissages? Est-ce que c'est bien les élèves qui construisent leur savoir et vous êtes comme un petit chef d'orchestre pour faire réfléchir les élèves et les mettre au travail et en réflexion? Et après, peu à peu, on va vers la séquence qui là est vraiment la progression, la progressivité de la notion. Comment est-ce qu'on la décompose, comment est-ce qu'on la découpe pour aller progressivement et amener l'ensemble des élèves à l'acquisition de cette compétence. Et on parle d'évaluation à l'issue de la séquence. Et même, si je veux vraiment vous embêter, en fait, vous devez préparer l'évaluation avant de construire l'ensemble de la séquence. Alors, le cahier journal, Juliette, c'est quelque chose d'assez personnel. Au final, il n'y a pas une trame institutionnelle qui est attendue. Ce qui est attendu à l'intérieur d'un cahier journal, c'est bien évidemment donc, la date, le domaine disciplinaire, qui est vraiment avec l'intitulé institutionnel. On doit voir que vous êtes dans les clous institutionnellement parlant et de citer les compétences officielles et quels sont vos objectifs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette compétence, vous allez décliner en sous-objectifs. Et là, quels sont les objectifs de vos séances? Est-ce que vous êtes clair sur ce que vous enseignez? Moi, dans le cadre de la formation post-admission, je vous donnerai plusieurs trames de cahier journal. Après, ça va être à vous de vous en saisir et comment dire, et de voir laquelle vous convient mieux, même le format. Est-ce que vous préférez en paysage ou au contraire en format portrait? Moi, je vous invite, c'est en tout cas à prendre un classeur parce que c'est beaucoup plus facile pour gérer le cahier journal en fait, à l'intérieur d'un classeur, de rajouter une feuille et puis d'annoter, voilà, et puis de découper par période. Période 1, période 2. Et puis, si vous partagez votre classe avec quelqu'un, ça permet vraiment que chaque enseignant puisse ajouter les feuilles. Ça ne change en rien l'outil. Donc, un classeur est beaucoup plus facile. Le top, c'est les classeurs personnalisables. Vous prenez un classeur avec une première page et vous mettez cahier journal, année, telle classe. Et le cahier journal doit rester dans la classe. Alors, des plateformes pour le cahier journal, non. Et après, il y a des ouvrages pour démarrer dans l'enseignement qui peuvent vous donner un certain nombre de modèles. Il y a des choses qu'on peut retrouver. On peut quasiment tout trouver sur Internet. Moi, ce que je vais vous amener, c'est surtout attention, qu'est-ce qui est d'un point de vue institutionnel attendu à l'intérieur de chaque outil. Après, peu importe les formes et les trames que vous allez choisir, Juliette. Mais normalement, ça faudrait que je revérifie ça, mais quand vous obtenez le concours, il me semble que vous avez accès notamment à Néopass pendant 6 mois ou 1 an gratuitement. Donc, allez voir, il y a des supports Néopass et Néo et Pass, PA2S, qui vous permet, en fait, c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez retrouver un certain nombre de documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer.
Après, le support essentiel et qui est un support institutionnel à aller voir dans le cadre de vos préparations, c'est Eduscol. Alors là, vous êtes sûr de ne pas… Mais le problème, c'est qu'Eduscol, il y a beaucoup, beaucoup de supports. Attention à ne pas vous noyer dans Internet. Donc, du coup, allez chercher quelque chose de bien ciblé, de bien spécifique pour ne pas perdre trop de temps. Alors, donc, il y a Juliette aussi qui demandait les incontournables à demander au niveau de la classe et de l'école. Ben, ça, c'est justement toute la checklist que je donne à partir de samedi sur des questions extrêmement pratico-pratiques, vous allez voir, hein, sur la pré-rentrée. Il y a votre organisation, ça peut être par exemple le code de photocopieuse, les horaires précis de récré, la circulation dans l'établissement, par où je vais en récréation, quand je suis en récréation, par où je remonte, pour connaître exactement en fait, les itinéraires et pour être plus sûr de soi quand on gère sa classe. Et puis après, au niveau de sa classe à proprement parler, c'est quels sont les élèves qui ont un PAI, donc qui ont besoin de soins, quels sont d'aller voir en fait ceux qui ont un GVASCO, qui ont donc une AESH présentée avec eux. GVASCO, c'est pour tous les élèves en situation de handicap. Oui, c'est ça, Marie, c'est EduMove qui est offert pendant 1 an. Voilà. Et effectivement, il y a énormément de supports dessus qui peuvent vous aider. Donc, allez, n'hésitez pas à aller voir. Et ça, Juliette, en fait, c'est justement tout ça auquel je réponds en fait lors du post-admission, où je fais vraiment même des documents avec la checklist d'urgence, toutes les questions à poser quand j'arrive dans l'école euh, pour, euh, pour être bien rodé, surtout pour ne pas reposer X fois les mêmes questions, pour ne pas avoir besoin de sortir de la classe pour redemander. Donc voilà. Je suppose que maintenant, vous percevez un peu plus ce qu'on entend par post-admission. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions? Alors, c'est vrai que voilà, je ne donne pas tout là ce soir, puisque je vais y revenir là dans le cadre des stages. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à contacter Vocation CRPE pour avoir aussi de plus amples informations. Et après, en tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est en tout cas avant cette pré-rentrée, essayez vraiment d'avoir des blocs-notes, de bien toutes les informations qu'on va vous donner, écrivez-les parce que vous allez voir qu'on sature très vite en informations. En fait, on nous donne plein d'infos à tout va et du coup, on a du mal à tout retenir. Donc, c'est important de tout noter. J'espère aussi que vous avez pu vous rendre aussi dans vos écoles. N'hésitez pas à vous présenter, même avant la rentrée. Allez-y, essayez d'envoyer aussi un mail à l'école, de la contacter ou même de passer par hasard si vous n'êtes pas trop loin pour voir si vous pouvez rencontrer quelqu'un, prendre connaissance des lieux de votre classe. N'hésitez pas à demander s'il y a déjà une liste de fournitures qui a été passée, si vous pouviez la voir pour voir en fait qu'est-ce que vous allez devoir gérer à la rentrée, qu'est-ce que vous allez devoir demander aux parents. Voilà. Même en maternelle aussi, là, prendre des photos de tout le matériel qui est présent dans la classe, le vérifier, vérifier si les puzzles sont complets, si la pâte à modeler est opérationnelle, si les peintures aussi sont opérationnelles. Voilà. Alors, les conseils pour les stagiaires qui sont à 50%, ben ça, évidemment, je vais l'aborder parce que c'est particulier. Alors, c'est compliqué, comment dire? Ça dépend en fait parfois avec qui vous êtes binôme. Des fois, vous êtes binôme avec un autre professeur d'école stagiaire, donc c'est une modalité d'organisation. Et d'autres fois, vous êtes binôme avec quelqu'un qui a beaucoup plus de bouteilles, comme on dit, et qui est, on va dire, presque l'enseignant titulaire de la classe. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les conseils, en fait, c'est un peu épineux parce que ça dépend vraiment du niveau de classe. Et je dirais que plus on avance dans les niveaux, si on est en cycle 3, je vous invite surtout à séparer au maximum vos champs disciplinaires. Mais là aussi, ça dépend comment est cette répartition. Si cette répartition, elle est à la semaine, 2 jours, 2 jours, parce que là, ça dépend à l'échelle nationale, tout le monde n'a pas les mêmes modalités.
Si c'est sur 3 semaines, 3 semaines, en tout cas, peu importe, c'est essayer de séparer au maximum vos champs disciplinaires, ou si vous avez 3 semaines, aller au bout de vos séquences et ne pas laisser l'autre terminer une séquence qui est déjà abordée, parce que généralement, c'est un peu source de conflit. Autre chose aussi, c'est délimiter l'espace dans la classe, c'est-à-dire il peut y avoir aussi des espaces d'affichage un peu plus attribués à tel enseignant et d'autres espaces plutôt pour l'autre enseignant, et des espaces aussi où chacun peut ranger ses affaires. Parce qu'en fait, très souvent, on se retrouve avec des petites frictions et des tensions entre les deux stagiaires, surtout que, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Avoir un classeur cahier journal et bien distinguer les feuilles de cahier journal de l'un et de l'autre. Comme ça, on s'occupe essentiellement de son travail. Par contre, il va falloir que vous réunissiez, en tout cas que vous puissiez trouver des termes d'échange, notamment pour être au clair sur les attendus en termes de gestion de classe, sur les règles de vie de la classe, pour être au maximum cohérent et pour qu'il n'y ait pas trop de discordance. Autre conseil aussi que je vous donne, c'est dans la relation école-famille, c'est que vous avez parfois des parents qui viennent et qui critiquent l'autre binôme. Attention, on ne rentre surtout pas là-dedans. Et dès qu'ils vous parlent de l'autre, vous dites, eh bien, écoutez, je vous invite à rentrer en contact avec lui, ou je lui indiquerai de vous recontacter, de prendre rendez-vous, de vous appeler directement. Mais du coup, vous ne répondez pas à quelque chose qui concerne l'autre stagiaire. Et ça, vous vous mettez au point ensemble. Après, il faut bien être au clair qu'il faut essayer d'être soudé dans cette première année d'enseignement. Et donc, du coup, pour être solidaire, justement, faire front face aux familles. Et même à l'intérieur de l'équipe, on ne se critique pas l'un l'autre. Voilà, ça, c'est vraiment extrêmement important. Avant la rentrée, c'est important. Normalement, il y a des fois ce qu'on appelle des phases de tuilage où vous allez pouvoir être à deux dans la classe. Je vous déconseille très fortement de prendre la classe en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et pendant que l'un prend la classe, l'autre peut préparer des étiquettes, ranger du matériel, circuler dans la classe, mais il n'intervient pas sur l'enseignement. Là aussi, c'est hyper important pour les élèves et aussi pour vous. Voilà. Et puis ensuite, on peut se dire, bah, de telle heure à telle heure, c'est toi qui fais classe. Après, c'est moi qui fais classe. Ça, c'est pour des fois les 2, 3 jours que vous partagez. Parfois, vous êtes amené pendant une semaine même à partager la classe. Donc voilà. Après, mes conseils, ils sont vastes parce que ça dépend beaucoup des configurations. Il y a des modalités extrêmement différentes d'un endroit à un autre. Donc, j'essaierai de répondre lors du stage de manière plus concrète aux situations qui me sont présentées. Voilà, c'était la question de Marie, c'est ça? Non, c'était de Jean-Pascal. Donc, j'espère, Jean-Pascal, avoir répondu à votre préoccupation, même si je sais que j'ai dû être vaste et vague parce que je ne connais pas exactement votre situation concrète, les modalités organisationnelles dans cette répartition à 50%. Et sur le territoire, on n'a pas tous du tout les mêmes modalités. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions? Du coup, je revois quand même le question-réponse. Ouais, et ça, c'est vraiment important, hein, Jean-Pascal, de penser justement à cette relation en binôme, parce qu'effectivement, vous êtes aussi évalué sur tout ce qui est travail d'équipe. Et puis, de toute manière, au-delà de l'évaluation, je suppose que vous avez envie que ça se passe bien, que ça se passe bien aussi pour vos élèves. Donc, quand il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir assez rapidement en parler avec votre binôme, et pour que surtout pas que ça transparaisse auprès des collègues et surtout auprès des élèves et parents d'élèves. Voilà. Donc, il y a de la négociation sur les champs disciplinaires et puis il y a des fois des champs disciplinaires qu'on est obligé d'avoir ensemble. Donc, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'impacte pas trop sur l'autre. Donc, il y a des petites négociations à avoir. On peut faire tout simplement aussi des propositions d'activités rituelles qui seront présentées quel que soit l'enseignant. Mais après, Jean-Pascal, je ne sais pas sur quel niveau vous êtes. Donc, du coup, c'est… Alors, Maëva, vous allez être un grand nombre à n'avoir jamais mis les pieds dans une classe. Donc, pas d'inquiétude. Et puis, bien sûr, il y en a plein qui n'ont pas non plus le Master MEF. Nous, en tout cas, pour nos étudiants qui ont préparé le concours avec nous, c'est la grande majorité. D'où aussi cette formation post-admission qui nous semblait relativement
importante. Euh, on va voir justement la gestion de classe, de quoi par quoi elle passe, par la voix, par la posture. Là aussi, Maëva, il faudra aussi que je connaisse le niveau de classe parce que ça impacte complètement, la posture de l'enseignant n'est pas la même si on s'adresse à des élèves qui ont 3 ans et si on s'adresse à des élèves qui en ont 10. Donc là, c'est aussi important. Dans la relation avec les parents, la réunion de rentrée que vous allez faire, elle va être extrêmement importante. Donc c'est pour ça que là, il faut bien tout anticiper. On a un déroulé complet que moi, je vais vous donner du clé en main. On prépare les outils sur les tables. On a une feuille d'émargement pour les parents. Donc, on montre déjà par le cadre, on est capable aussi, ça, vous pouvez commencer à vous le préparer, si on est capable de présenter l'année en cours, par exemple, je ne sais pas, vous êtes enseignante en moyenne section, eh bien, vous êtes capable de présenter les enjeux de la maternelle au sens large et les enjeux plus spécifiques de la moyenne section, quelles sont les nouveautés en moyenne section, mais aussi quelles sont les limites, c'est-à-dire que on n'attend pas que l'élève devienne lecteur en moyenne section. On les accompagne aussi donc on leur présente bien les attendus institutionnels. On leur dit, bien sûr, certains enfants pourront aller plus loin, mais nous, les attendus en termes d'évaluation moyenne section, ce sera ça. Voilà, donc essayez de bien découvrir votre année, de bien relire les programmes et les attendus de votre année, parce que ça, vous en aurez besoin lors de la réunion de rentrée. Et réfléchissez aussi au rôle que vous pouvez attribuer aux parents dans l'accompagnement de leur enfant. Alors, pour tout ce qui est question, Jean-Pascal, la formation est-elle éligible en CPF? J'aurais tendance à dire oui, mais alors ça, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, je vous invite à écrire directement à Vocation CRPE. Là, vous avez contact@vocationcrpe.fr. Normalement, oui, mais il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Mélina, peut-être pourra mieux Oui, je me permets répondre. d'intervenir, Elsa, juste pour dire que non, la formation n'est pas éligible au CPF, mais Ah, que par contre, vous pouvez échelonner votre paiement plusieurs fois si vous le souhaitez. Il faut remplir des conditions bien spécifiques pour qu'une formation soit éligible au CPF. En l'occurrence, là, pour une formation de ce genre, c'est pas possible. Mais effectivement, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour qu'on puisse discuter plan de financement en fonction de vos situations à chacun et à chacune. merci Mélina. Voilà, désolée, Jean-Pascal, voilà, j'avais bien dit que ce n'était pas de mon domaine, pas de mon ressort. Donc voilà, comme ça, vous aurez eu la question, la réponse en direct. Alors, il y a Mélie qui me demande quand ont lieu les premières visites et inspections. Alors, ce n'est pas inspection tout, au début, on parle de visite, d'accord? Alors, là aussi, c'est variable suivant le territoire, mais en tout cas, c'est sûr qu'en septembre, vous allez avoir une visite. Donc, pour voir quand est-ce que pour voir en gros la première urgence pour un formateur, c'est voir si vous avez des difficultés de gestion de classe, est-ce que les élèves ne sont pas en danger, mais on va voir aussi que ça peut vous permettre d'entrée de jeu de vous faire bien voir aussi de votre formateur et donc de, par exemple, présenter des supports avec un classeur cahier journal, avoir quelques fiches de préparation juste de séance, avoir un classeur administratif. Mais là aussi, tout ça, je le présenterai dans le cadre de la formation, les différents types de classeurs qui peuvent être attendus, les différents outils institutionnels qui sont attendus lors d'une visite. Lors de la première visite, Méline, néanmoins, il ne faut pas trop stresser puisque la personne, elle n'attend pas que vous soyez direct opérationnel sur tout. D'accord? Elle va être là justement pour vous donner les conseils et vous expliciter ses attendus. Mais c'est pas mal d'avoir une petite longueur d'avance et déjà de commencer à présenter en fait des supports. Et là, moi, je vous montrerai justement des documents qui sont normalement donnés au maître formateur avec justement les attendus d'une visite à une autre. Voilà. Mais là, je ne peux pas les donner là ce soir. Et donc, du coup, qui vous montre voilà, les différents classeurs à construire et puis la progression de ces différentes visites. Mais après, c'est un échange, d'accord? Alors, je regarde. Est-ce que du coup, Mélie, j'ai répondu je suis désolée, je redis le nom qui est écrit. Hein. Est-ce que j'ai répondu du coup à votre question? Après, vous inquiétez pas, ils savent
tous et toutes que vous êtes en début d'enseignement. C'est vrai qu'on suppose quand même que vous connaissez les termes pour une fiche de séance, fiche de séquence, puisque vous avez tous passé le concours et que forcément, vous avez quand même présenté des situations d'apprentissage. Mais on connaît aussi le décalage entre la théorie et la pratique. Et donc, forcément, vous allez être accompagné au fil du temps pour que… Je vous rappelle que ce n'est pas que de l'évaluation, c'est aussi de la formation dans le cadre de la visite. D'accord? Donc, il ne faudra pas non plus trop stresser. Alors, est-ce que… Donc, et puis justement, ça, on le voit en fait, c'est pour ça que la formation, elle est étalée sur plusieurs mois, parce que d'une visite à une autre, ben, les attendus ne sont pas les mêmes. Mais là, autant à la première, on ne va rien dire, mais on doit avoir une marge de progression entre la première et la deuxième. Voilà. Et puis, je vous expliquerai aussi, on fait exprès de ne pas mettre une super note, en fait, parce que des fois, il y a des barèmes d'évaluation. On peut mettre des notes de 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3, 4. Et ça dépend complètement des territoires. Mais en fait, on ne met jamais une super note en fait, au premier. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. C'est en fait, on laisse une marge de progression et surtout, nous, on se méfie aussi parce que certains sont très bons au début et puis en fait, après, ils dysfonctionnent. Et du coup, quand on veut aller vers un licenciement, la personne, elle peut faire une réclamation auprès du tribunal administratif. Donc, du coup, on a pour consigne de ne pas mettre trop bonne note au départ. Voilà, je vous donne aussi les rouages des maîtres formateurs voilà, sur comment ça se passe. Je vous donne un peu les coulisses. Est-ce que du coup, c'est bon pour vous? Je pense que maintenant, vous percevez un peu mieux tout ce qui peut être évoqué lors d'une formation post-admission. Donc, effectivement, ça peut un petit peu fuser. Moi, je donne des grandes thématiques. À l'issue de ces thématiques, en fait, les gens peuvent intervenir directement, voir si ça répond à leurs problématiques personnelles ou pas. Et puis, du coup, après, je fais des partages en direct de documents pour que vous ayez aussi des supports directs sur lesquels vous référez dans le cadre de votre préparation et de votre formation. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous quitter du coup pour ce soir en espérant du coup vous retrouver parmi nos étudiants post-admission pour qu'on puisse vous accompagner dans l'exercice de ce nouveau métier que vous avez choisi et puis que vous avez quand même trimé pour réussir à rentrer et pour obtenir ce concours. Donc, j'espère du coup vous accompagner au mieux. Pour toute question ultérieure, ah oui, Jean-Pascal demande, et si on ne peut pas être à la formation en live, est-ce qu'on peut le revoir en replay? Évidemment, Jean-Pascal, en fait, vous recevez dans ce cas-là un lien et ça vous permet en fait de revoir les vidéos quand vous le souhaitez. C'est juste que du coup, vous ne pouvez pas intervenir directement dans la formation, c'est ce qui est dommage, mais ça vous permet quand même d'avoir un certain nombre, les expériences des autres et puis effectivement mes présentations. Donc oui, il n'y a pas de souci, Jean-Pascal, c'est possible tout à fait de les revoir en replay. Voilà. Et j'espère avoir répondu. Je suis désolée parce que là, du coup, je suis sur le question-réponse en même temps sur le chat. Donc, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions, que du coup, c'est un petit peu plus clair pour vous. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes pour votre attention. Et je vous souhaite, pour ceux et celles que je n'aurai pas en post-admission, je vous souhaite surtout une excellente rentrée. Alors, la première rentrée, c'est un moment extrêmement fort. Donc, je vous souhaite de savourer aussi tout ça. Je sais aussi que c'est du stress, un peu de l'inquiétude, mais ça va aller. Et surtout, j'aurais un petit conseil pour la rentrée. C'est pour bien réussir sa rentrée, il faut accepter de perdre du temps pour en gagner ensuite. Perdre du temps pour installer les choses, perdre du temps pour apprendre aux élèves à se déplacer, apprendre de bonnes habitudes dans la classe. Donc, le temps de la rentrée ne sera pas le même temps qu'ensuite. Et donc, on pose un cadre, on pose des bases et on n'essaye pas d'aller à toute vitesse. Voilà. Donc, prenez le temps de vous poser. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et puis, j'espère à très bientôt en formation post-admission.
N'hésitez pas à contacter Vocation CRPE soit directement par téléphone au 01 87 66 61 81 ou tout simplement de leur envoyer un mail. Il est écrit juste en dessous contact@vocation-crpe.fr. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.